Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 1. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est un excellent exemple de persévérance. Sa passion pour l'environnement l'a amené à être élu comme conseiller municipal indépendant dans sa municipalité pour être à l'avant-plan des décisions en matière d'environnement et ainsi changer le monde à sa façon. Je reçois David Maher-Tubize. Bonne écoute. Salut tout le monde, ici Sébastien Naud, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Salut tout le monde, Sébastien Naud pour l'Organisateur Inc. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on enregistre notre premier podcast avec un invité que je suis super content d'avoir. C'est un invité, en fait, c'est un gars que je considère comme une des personnes les plus intelligentes que je connais. Par sa façon de s'exprimer, de vouloir aussi apprendre des choses aux autres, par ses connaissances qu'il a au niveau écolo. David Maher-Tubize, aujourd'hui, on va parler écolo, innovation et tout. Et puis, je trouvais que tu étais la personne la plus qualifiée pour ça, avec, entre autres, ton bac en environnement. Tu as déjà été conseiller municipal aussi, donc tu as des beaux réflexes d'avoir une vision globale de ce qu'on peut avoir pour le futur au niveau entrepreneurial et municipal, bref. Donc, j'aimerais ça que tu me parles, s'il te plaît, un peu plus de ton parcours, puis d'où c'est parti tout ça. Ben, merci premièrement Sébastien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je tiens à te dire que c'est tout un honneur quand même pour un premier podcast. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer. C'est vraiment gentil à toi. Merci pour la présentation. Je vais quand même devoir te corriger à un petit endroit, c'est que je n'ai pas fait de bac en environnement. OK. Par contre, j'ai fait des cours à la maîtrise en environnement, ce qui m'a donné quand même 2 certificats. Je ne l'ai pas terminé, cette maîtrise à l'environnement-là, mais on y reviendra. OK, super. Je pense que tout d'abord, l'objectif de ta diffusion de podcast, c'est de parler aux entrepreneurs, tout ça. Moi, je me considère comme une personne qui a toujours voulu entreprendre des projets. Je me suis jamais lancé en affaires comme tel, mais par contre, je pense qu'avec mes forces, j'ai navigué, je dirais, au niveau de mon parcours professionnel, qui a été sinueux. Mais je pense que tout entrepreneur ou toute personne qui a de l'ambition, qui a des idées, à certains moments donnés, on essaye tout plein de choses. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est toujours d'aller de l'avant. Fait que je dis ça parce que mon bac, je l'ai fait en génie informatique et j'ai jamais travaillé à ce niveau-là. Très drôle parce que je savais pas quoi faire à l'université, où m'en aller nécessairement. Puis dans les années début 2000, on n'était même pas en 99 à cette époque-là. Puis il y avait beaucoup de promesses là, au niveau de l'informatique, tout ça. Fait que moi, je m'engage dans un bac en génie informatique. Et à l'époque, Nortel a crashé. Et puis là, ça allait plus. Puis j'ai découvert quand même dans mon parcours au niveau du génie que toute la réflexion, l'apprentissage, apprendre à apprendre, les méthodes de travail, tout ça, ça m'a toujours fortement intéressé. Par contre, j'ai su que l'informatique, c'était pas pour moi. Mais j'ai été résilient, puis j'ai été persévérant. Je suis allé jusqu'au bout, finalement, de ce bac-là. Puis même en fin de parcours, j'ai décidé de changer et d'adapter un petit peu mon parcours pour aller chercher de la gestion de projet. Production à valeur ajoutée aussi, parce que dès que j'ai terminé mon bac, j'ai commencé à travailler pour une firme en optimisation des processus d'affaires. Donc, j'étais consultant au niveau du rendement, les goulots, la capacité, augmenter là, vraiment là, la productivité là, des entreprises. Puis j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant parce que, dans le fond, quand on fait ça, on est axé sur les résultats. Hein? Puis je pense que je suis un gars, avec l'apprentissage que j'ai eu à mon bac, d'être axé sur les résultats, c'est moi. T'sais. Je trouve que c'est toujours comme un peu une compétition, toujours se dépasser. Puis je trouve ça super motivant.
ce qui est arrivé, c'est que dans ce parcours-là, en allant dans les entreprises, et là, je voyais énormément d'entreprises différentes, mais il y avait toujours un dénominateur commun pour moi, c'était l'environnement. Là, on est rendu peut-être en 2003, 2004, 2005, là. Puis, il y a eu une première loi sur le développement durable en 2005, mais à l'époque, je me souviens que l'environnement dans ces compagnies-là, moi, ce que je voyais, c'était les tonnes et les tonnes de déchets, de matières résiduelles, de rejets d'entreprises qui s'en allaient à l'enfouissement. Je me disais, c'est incroyable, il faut recycler. Là. Puis le recyclage n'était pas ce qui est maintenant aujourd'hui. C'est comme si c'est partie prenante de nos vies, c'est intégré, mais à ce temps-là, c'était encore... c'était pas embryonnaire. C'était parti, mais c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pas mal plus habitué. Et là, je trouvais ça intéressant, puis je me dis comment on pourrait faire pour améliorer justement toute la composante de l'environnement dans les entreprises, tu sais, essayer de gaspiller moins. Et là, de fil en aiguille, l'Université de Sherbrooke, où est-ce que j'ai fait mon bac, a sorti un diplôme à la maîtrise en environnement. Et ce qui est intéressant de ce parcours-là, c'est que ce sont des gens qui ont déjà été sur le marché du travail. Et moi, j'ai fait mes cours en compagnie d'avocats, de comptables, de biologistes. Toutes les sphères d'activité peuvent se ramener à l'environnement. Fait que ça, j'ai trouvé ça fort pertinent parce que les points de vue différents qu'on échangeait autour de notre valeur environnementale, là, de pouvoir faire rayonner cette valeur-là, moi, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Et ce qui est arrivé dans le parcours, c'est que moi, je me définissais à l'époque surtout comme une personne au niveau du développement durable, des entreprises, la gestion des déchets, tout ce qui touche par rapport à ça, c'était beaucoup ça mon créneau. J'ai eu un cours sur la valeur des écosystèmes et leur gestion. Puis ce cours-là, je me suis dit, je pensais pas que ça allait m'intéresser plus que ça. Et ça a été une révélation pour moi. C'est à partir de ce moment-là que tout a changé vraiment. Marc-André Guertin, mon professeur chargé de cours, était super. Il nous a éveillés là, vraiment la classe là, à plusieurs choses. Et c'est là que j'ai compris que l'aménagement du territoire était une des choses les plus importantes. C'est là que j'ai compris que au niveau des écosystèmes, de la nature, des milieux naturels, ça nous offre un potentiel infini de ressources gratuites, vraiment, et on est en train de tout mettre ça à terre. C'est là que on n'a pas le choix de vivre, c'est sûr. Je veux dire, à un moment donné, il nous faut une maison, il nous faut un endroit pour travailler, mais si on n'a pas une bonne planification, d'ici 10, 15, 20, 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants, c'est sûr que ça ne sera pas ce que c'est aujourd'hui. Mais bref, il faut penser à continuer à planifier vraiment de façon plus pointue notre territoire. Et c'est là que ça m'a amené justement à devenir conseiller municipal. Parce que chaque citoyen peut faire une différence, premièrement en s'informant, deuxièmement en pouvant s'impliquer dans la planification qu'on fait de notre territoire. C'est sûr qu'il peut y avoir des infrastructures comme les fossés, tout ça, tout ce qui est en extérieur, OK? Ce qui n'est pas des tuyaux de béton là, enfouis. Là. Tout ça, là, ce qu'on peut faire, c'est... ça va ruisseler, mais ça va s'infiltrer aussi dans les fossés. On peut avoir des jardins de pluie sur chaque lot. Imagine, OK, si... Puis ça se fait pas à l'heure actuelle, sauf à quelques endroits. Mais imagine que à chaque maison, lorsqu'on en construit une, on construit son propre jardin de pluie où tout l'eau va percoler. Il va y avoir un certain réservoir dans le sol. Et ce réservoir-là va pouvoir gérer justement les intempéries, les précipitations. Donc, il va peut-être se remplir au printemps, mais tout l'été, on va avoir accès à de l'eau qui est ni plus ni moins utile pour arroser, pour tout l'usage extérieur. Là. Et c'est pas de l'eau qui est potable, qui a été filtrée. Donc, la consommation d'eau est réduite. Si on réduit la consommation d'eau de nos demeures, on paye beaucoup moins cher de taxes parce qu'on n'a pas besoin de construire une nouvelle usine de filtration à chaque fois. Donc, parce que ces usines-là ont certaines capacités, ils peuvent desservir un certain nombre de citoyens. Si on double notre consommation, il faut doubler... Bon, le raisonnement est là.
Tu me suis? Ouais, je te suis. Fait que, en gros, c'est ça. Mais là, tu vois, je suis parti sur une tirade depuis tantôt. Non, mais c'est super correct parce que j'ai noté deux choses que je trouve super importantes de reparler dans ce que tu as dit. Tu disais, bon, je me considère comme un entrepreneur, mais pas nécessairement parce que j'ai une entreprise derrière moi. Puis ça, je trouve ça important de le souligner parce que je partage exactement la même vision que toi par rapport à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas... en tout cas, dans mon monde à moi, c'est pas avoir une entreprise, être un dirigeant d'entreprise, c'est entreprendre des choses. On le voit avec le concours Ose entreprendre dans les dernières années, où ce qu'il y a un volet scolaire, où ce que les élèves ont comme projet à présenter au concours des projets entrepreneuriaux, mais qui n'ont pas nécessairement créé une entreprise pour faire ces projets-là. Et puis, dans ce que tu disais par rapport à notre responsabilité citoyenne et tout, je considère qu'il y a peut-être un manque d'éducation par rapport au fait de connaître tous les éléments que tu disais. Les citoyens ne connaissent pas tout ça, mais j'aimerais ça faire un lien avec l'entrepreneuriat parce que là, on a les domaines d'activité, mettons, qui touchent l'aménagement des quartiers et tout, c'est le domaine de la construction. Oui. Puis dans le domaine de la construction, malheureusement, c'est vu comme un domaine où on va évaluer les entreprises d'abord sur le profit plutôt que sur l'idée innovatrice derrière le projet. Même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui émergent au niveau innovation, on voit pas ça encore émerger de façon présente, en tout cas pas assez à mon goût. Fait que je voulais savoir, si on a un entrepreneur en construction qui écoute en ce moment, j'aimerais ça que tu puisses lui donner un conseil sur la façon qu'il peut innover dans son entreprise pour aider les municipalités à se développer de façon adéquate, mais quand même en trouvant la profitabilité dans son projet. Bon, c'est gros ce que tu dis. Il y a plusieurs choses, là, plusieurs éléments intéressants, importants. En toute humilité, là, j'ai pas de conseils à donner comme tel là, à des entrepreneurs ou quoi que ce soit. Ce que je dirais par contre, c'est que c'est vraiment de travailler l'intérêt pour la chose. Hein? Ouais. C'est d'en parler le plus possible. Ça, c'est une première étape. Se renseigner, en parler. Parce qu'un entrepreneur seul, je pense pas qu'il puisse aller très très loin s'il n'est pas capable d'aller se chercher des collaborateurs, des partenaires qui ont la même vision que lui. Il faut faire en sorte que ces projets-là se fassent toujours dans l'intérêt du bien commun. Ce qui va pas mal, qui est contraire, je dirais, au fait d'entreprendre une entreprise, c'est le besoin même. Tu sais, on va pas vers l'intérêt du bien commun quand on part une entreprise nécessairement. On va pour le bien de soi, pour pouvoir se développer. Tu vois où est-ce que je veux en venir, là? Je vais essayer d'être plus clair. Ouais, ben je vois où est-ce que tu veux en venir, mais je me permettrais d'ajouter parce que l'entrepreneuriat puis l'innovation, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Puis ce que tu as décrit, je suis d'accord sur un certain point. Par contre, au niveau entrepreneurial, quand on entreprend une entreprise puis qu'on veut innover dans un projet par rapport à cette entreprise-là, pour moi, l'innovation, ça veut dire offrir un service ou un produit ou créer un produit ou un service qui va se mettre au service de la société. Fait que si dans l'innovation d'un projet, il n'y a pas ce côté commun-là, pour moi, c'est pas de l'innovation. Non, je comprends. Ouais. Mais oui, ok, je comprends. Ce que je voulais dire par rapport au fait que c'est aux antipodes, un peu, le bien commun, puis parce que l'entreprise, comme telle, est là pour faire de l'argent, pour penser à elle, pour son bien propre à elle. Ouais. OK? Plusieurs entrepreneurs ou entreprises ont le bien commun à cœur, puis ils vont offrir des services dans ce sens-là. À but lucratif. À but lucratif quand même, oui, tout à fait. C'est là tout le twist, là, puis... Par contre, comme je disais tout à l'heure, je pense que de collaborer, puis d'aller chercher des partenaires, de travailler avec les villes dans l'approche qu'on a, parce que trop souvent, pour amener des changements, pour aller vers autre chose, parce que ce qu'on a connu jusqu'à présent, là, c'est le capitalisme, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est d'aller chercher le plus possible, là, hein? de ramener plus de ressources, tout ça. Je peux faire un parallèle avec une entreprise en construction que, à la première édition du TEDx à Laval, il y avait un entrepreneur qui parlait de son entreprise qui s'appelle Bones Structure. OK. Il me semble que c'est ça, là, je suis pas certain.
Et puis, sa conférence, dans son talk, il démontrait comment on construit les maisons de la même façon qu'il y a 40, 100 ans. Exactement. Et ça, c'est un enjeu organisationnel. Ouais. C'est ça que je voulais parler. C'est ça les barrières. Il y a des barrières au changement, à changer notre façon de penser. On a été amené à penser depuis plusieurs années que, on pouvait utiliser le plus de ressources possible, tout ça. Il peut y avoir du gaspillage, il n'y en a pas de problème, il va toujours en avoir, ça se renouvelle. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est sûr que la science, la technologie avance. On a plus de connaissances en 2018 aujourd'hui qu'on avait en 1958. Les façons de faire sont différentes, tout ça. Mais les enjeux organisationnels que je parle, c'est les barrières. Fait que c'est, premièrement, la connaissance dans l'entreprise. OK? On a une façon de faire, on a des méthodes de travail et c'est plus facile de continuer ses propres méthodes de travail-là que d'innover et d'aller chercher quelque chose parce que pour le bien de l'entreprise, ça fonctionne. Mais c'est pour le bien commun là, qu'il faut changer. Fait que ce tipping point-là, c'est pas facile à l'atteindre à cause des enjeux organisationnels. Donc, le manque d'argent, il faut investir des fois dans cette connaissance-là, dans cette formation-là. Il faut aller chercher des gens qui sont intéressés également. Fait que ça, c'est toutes des barrières qui peuvent faire en sorte qu'on n'avance pas. Je vais citer un projet que je trouve bien. C'est une première étape. Je pense qu'on avance avec ce projet-là. C'est Urbanova qui est à Terrebonne. Urbanova n'est pas né du jour au lendemain. Et Urbanova est né à cause de la volonté de fonctionnaires municipaux, d'élus municipaux et d'entrepreneurs qui souhaitaient faire les choses différemment. Il y a, je pense, 1/3 du territoire qui est protégé en partant. Okay. Et on a pensé à la planification du territoire de sorte à ce qu'on puisse implanter les routes avec 20 km de route en moins, mais en mettant le même nombre de personnes à l'intérieur. Ça, ce que ça a fait, c'est qu'on a pu mettre le même nombre d'unités de logement à l'intérieur du même secteur. Et si on l'avait fait de façon traditionnelle, en s'étendant, il aurait fallu faire 20 km de route de plus. Si on dit que c'est à peu près 1 million par kilomètre de route qui est faite, et sachant que ce sont les promoteurs qui développent les quartiers, qui viennent payer pour ces infrastructures-là, parce qu'ensuite, ils font un profit sur la revente des unités de logement, bien sûr, mais c'est quand même une dépense qu'ils doivent assumer dès le départ. Donc, dans le projet, on leur a dit, on vous fait économiser 20 millions, 20 km de route, on va faire ça différemment. Parfait. Là, il y avait un problème parce que la plupart des entrepreneurs étaient des entrepreneurs qui construisaient des maisons unifamiliales, résidentielles, unifamiliales, un cottage, un bungalow, et pour un type condo, maison en rangée, quelque chose de plus dense. Il n'y avait pas nécessairement les connaissances. Et la ville a amené des incitatifs pour former justement ces entrepreneurs-là par rapport aux enjeux, par rapport à... on fait ça pourquoi? Pour densifier, oui, mais pour garder de l'environnement à proximité. Puis on va vous donner les outils pour que vous puissiez le réaliser. Donc on n'a pas fait venir d'autres personnes. Là, on a travaillé avec les gens de la place et ça a fonctionné. De ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ça prend une volonté des gens pour que les municipalités puissent changer leur vision sur la façon de développer leur territoire. Oui. Mais de l'autre côté, l'autre côté est vrai aussi. Parce que moi, c'est ça que je vois, c'est que probablement que la réglementation est tellement pas assez stricte que n'importe qui n'a pas cette conscience-là, il peut développer pas mal ce qu'il veut sur les territoires des municipalités. Puis s'il y avait une réglementation plus stricte, ben là, les entrepreneurs, ils commenceraient à s'ajuster là, à cette nouvelle réalité-là. Ça existe, c'est en changement actuellement. Comme on dit, à Mirabel, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Et la communauté métropolitaine de Montréal, c'est le grand territoire, Rive-Nord, Rive-Sud, 82 municipalités, qui sont gérées par des lois et règlements pour l'ensemble du bien de cette communauté-là.
Par exemple, dans le dernier plan d'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal, on a demandé des taux de densification, justement, pour continuer à s'étendre. Il ne faut pas s'étaler, le moins possible. Puis ça amène tout plein d'avantages, ça. Puis c'est là, tantôt, quand je me disais, le mode de vie était différent. Je pense qu'on est à l'époque où est-ce qu'on s'en va vers un nouveau paradigme. On commence à être beaucoup, beaucoup de monde, premièrement, beaucoup plus que quand moi j'étais jeune. Puis c'est sûr qu'on avait toute notre place, là. Moi, là, j'habitais dans un bungalow à Mirabel, mais j'avais la forêt en arrière. Puis depuis 20 ans, c'est détruit, ce format-là. C'est d'autres bungalows qui est là. Mais j'ai pas grandi dans le même paradigme qu'aujourd'hui où on en est. Nos enfants, possiblement que s'ils s'achètent une maison, il y a très peu de chances qu'il y ait un beau boisé, un grand boisé en arrière de chez eux, parce que ça va devenir une denrée rare et c'est déjà commencé. Donc tout ça pour dire que est-ce que les mentalités sont en changement? Oui, il va falloir qu'on assimile cette nouvelle réalité-là, mais ça a plusieurs avantages. En Europe, ça fait très longtemps qu'ils vivent de cette façon-là. Je pense qu'ils sont autant heureux, puis ils ont autant accès à la nature, mais c'est différent. Les avantages, la proximité. Si je veux aller à l'épicerie à pied, je peux y aller à pied. Ça va me prendre 2 minutes. Moi, si je veux aller à l'épicerie à pied, à partir de chez moi, c'est 20 minutes, sûr. Fait que je prends mon auto. Puis quand je prends mon auto, je pollue, je veux dire, c'est mais cette densification-là qui est imposée, est-ce qu'il y a aussi l'encadrement pour que ça soit densifié, mais aussi respecté, comme tu disais, protéger les territoires et tout? Parce que là, ça peut avoir l'effet inverse. Si on impose la densification, puis que là, on a des quartiers comme le mien ici, où ce que là, on prévoit vouloir avoir tous les services, ben là, on peut se permettre d'avoir plus de maisons sur plus petits terrains. Puis quand il n'y a pas d'espace entre les maisons, ben les arbres, on les enlève. Exact. Oh non, je comprends que ça peut avoir aussi l'effet inverse. Est-ce que c'est tout pensé, tout réglementé? Ça, je m'avancerai pas là-dessus. Je pense qu'on peut en déduire que non. Non, super. C'est un gros problème qu'on a actuellement parce que oui, on veut continuer à avoir de la qualité de vie. Puis je pense que, puis je vais revenir à ça, l'éveil à cette information-là. Tu sais, à savoir, là, s'il y a un promoteur ou un entrepreneur en construction qui veut offrir un service différent, ben commencez à vous informer sur tout ce qui est le paysagement. Parce que le paysagement d'une maison, qu'elle soit unifamiliale ou que ce soit un bloc appartement, un condo, nommez-le, on peut faire la gestion durable des eaux pluviales, ça peut se faire, comme je disais, sur chaque lot. Puis d'offrir un jardin de pluie pour chaque maison, moi je pense que ça devrait venir dans les règlements. Ça doit pas être quelque chose qui doit être super coûteux quand c'est intégré dans la construction de maison. Non, parce que ces mécanismes-là, en fait, sont... Tu sais, si on le prévoit, là, tout le monde va être gagnant. Tout le monde. Mais bon, on n'est pas là. Puis cette connaissance-là n'est pas tout à fait... Tu sais, il y en a certains qui l'ont, mais d'autres qui... Puis on va continuer à produire puis à avoir notre quotidien parce qu'on est sur des urgences. J'imagine qu'aujourd'hui, tu as pris un 2 heures, mais ça a tout pris pour chambouler l'horaire pour qu'on puisse se rencontrer. Oui, effectivement. Tout le monde, c'est comme ça. On enregistre le podcast en pleine saison des impôts et puis... justement, ça prend cet équilibre-là aussi à un moment donné parce que sinon, on ne devient plus performant. Et puis, écoute, si on passe à un autre sujet qui est quand même lié, mais bref, ma vision des entreprises du futur, OK? Je voulais te partager ça. Ouais, je pense pas que c'est ton domaine d'expertise par rapport à ce que je vais dire, mais j'étais quand même curieux de voir avec ton bagage écolo, c'est quoi ta vision à toi des entreprises du futur? Par exemple, moi, je crois que les entreprises du futur, parce que là, on est de plus en plus vers l'intelligence artificielle et tout, on remplace de plus en plus les humains par des programmes informatiques, mais il y a un aspect sur lequel l'humain ne pourra jamais être remplacé, puis c'est sur le niveau social. Fait que pour moi, l'entreprise du futur, c'est l'entreprise qui intègre un aspect social dans son entreprise, peu importe le domaine d'activité. Oui. Et puis, je voulais voir qu'est-ce que tu en pensais par rapport à ça. Bien, moi, je pense que les entreprises du futur vont innover également. Je pense que l'économie du futur,
et surtout celle du partage et du service. Et là, je pense que je viens rejoindre ta dimension plus sociale. Parce que social, partage, communautaire, ça vient tout... Un exemple d'entreprise de service qui auparavant était une entreprise de produits. J'ai un exemple en tête, je ne suis pas capable de citer, ça fait longtemps que je l'ai entendu. Là. Une entreprise de tapis, manufacturier de tapis. Donc, eux, ils produisent, ils vendent du tapis. Mais ils se sont rendus compte que pour le développement durable, entre autres, là, c'est plusieurs choses, mais il y en a une, c'est d'être capable de dire j'ai un produit ou j'ai un service, comment est-ce que je suis capable de le gérer du début à la fin, de sa conception, sa création, sa production, jusqu'à son utilisation, et ensuite à son rejet ou lorsque c'est en fin de vie utile, comment le transformer. Donc, c'est un cycle. Ce cycle de vie-là, du tapis comme tel, ben avant, ils vendaient le tapis, puis on payait du pied carré. Maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de louer le tapis. Donc, ça devient une entreprise de service. Elle va toujours le produire, OK? Sauf que l'entreprise, maintenant, elle peut, arrangez-vous avec le problème, posez-le, elle va poser le tapis, elle va l'entretenir et elle a changé son produit de sorte à ce que on puisse modifier ou changer des morceaux de tapis qui sont très, très usés versus ceux qui sont pas usés. Dans le coin d'un mur, là, il n'y a pas personne. On parle de tapis dans une résidence... ou du tapis commercial, là, effectivement. Mais un ou l'autre. Là. Oui. On ne parle pas d'un tapis, d'une carpette. Donc, l'ingéniosité vient du fait que je l'use à la corde dans mes corridors ou dans mes couloirs, mais sur le bord des murs, il n'y a personne qui marche là. Il peut rester beau 2 fois, 3 fois, 4 fois plus longtemps. Pourquoi le changer puis tout l'arracher à grandeur? Donc, cette entreprise-là qui fait cette location de tapis-là va venir changer les tuiles de tapis qui sont très, très usées, va reprendre son produit en fin de vie, va en installer du nouveau et va repasser son ancien tapis dans sa chaîne de production. Elle va réutiliser les composantes, les ressources matérielles du produit en fin de vie pour pouvoir en faire du nouveau. Donc, c'est du recyclage, vraiment. Cette entreprise-là qui a modifié son offre d'affaires, en fait, son offre de service, aujourd'hui fonctionne à merveille. Là, puis son précurseur. Malgré le fait que le tapis soit moins populaire dans les habitations. Effectivement, parce que dans le fond... qu'ils ont innové. Ouais. Oui, c'est ça. Puis ils offrent un service courant, puis c'est du business repeat, là, à un moment donné. Là, c'est ça que les gens veulent. Ils ont créé le besoin là, de cette façon-là. Puis il était unique, là. Il y avait une composante unique, innovatrice. Fait que, ils sont allés loin, là, puis je pense que c'est toujours aussi bon. Je pense qu'une compagnie aux États-Unis, j'avais vu ça dans un documentaire. Mais aussi, je pourrais te parler de l'entreprise pour laquelle je travaille. Je travaille pour S3R. On est une firme de consultants à Laval. Nous, on est des experts conseils en réduction des coûts sur la gestion des déchets. Et je trippe à travailler pour S3R. C'est fou. Parce que Marc Trudeau, mon patron, qui veut pas que je dise ça, fait que là, s'il écoute le podcast, il va me dire mon petit... Non, il veut que je l'appelle un collègue. Fait que mon collègue, Marc Trudeau, qui a parti la compagnie en 2010, en fait, lui, il s'est dit, on va changer le modèle d'affaires. Donc, nous, on offre un service sans frais, avec toute l'analyse de réduction des coûts pour une entreprise par rapport aux déchets. Et on va se repayer nous-mêmes. Notre rémunération est à la performance. Donc, si on n'est pas capable de réduire les coûts de l'entreprise cliente, à ce moment-là, on n'est pas payé. Mais lorsqu'on est capable de dégager des bénéfices ou des économies à l'entreprise cliente, on va partager ces bénéfices-là après coup. De sorte que il n'y a virtuellement jamais aucun frais pour travailler avec nous. Il y a une garantie de dire qu'on baisse les coûts drastiquement. Puis nous, notre cible, c'est de 40 à 80% parce que 95% de nos clients sont dans cette marche-là, en fait, du 40 à 80% d'économie. Fait que pour une entreprise qui paye 50 000 par année en déchets, puis que maintenant, on tombe à 25 000, admettons, ben le 25 000 est intéressant, là. Je veux dire,
puis on recharge la moitié de ça. Fait que, après coup, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de retour sur investissement nécessairement parce qu'il n'y a pas eu d'investissement à la base, mais il y a une économie, puis ça se fait quand même assez rapidement. Fait que c'est une expertise, ça, qui a été développée, qui ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Puis la raison pour laquelle moi, je travaille pour S3R, c'est que je les ai appelés, je leur ai dit, moi, je veux travailler pour vous. Parce que j'avais vu qu'est-ce qu'ils faisaient. Je travaillais dans d'autres boîtes de gestion environnementale à l'époque, puis on essayait de vendre des services pour implanter le développement durable, des plans de gestion de matières résiduelles, faire en sorte que ça soit plus vert dans les entreprises. Mais on arrivait avec une offre de service qui coûtait 20 000 $. Là, on nous disait, ça commence à être cher pour être vert. Ben oui, les entrepreneurs avaient raison. Là, on leur disait, ben, il y a 50% qui vient du gouvernement avec Recyc Québec, tout ça, on peut vous trouver des subventions. Rendu là, même si ça coûte 10 000, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas tous intéressés. Il y en a qui l'étaient parce qu'ils ont la fibre verte, puis tant mieux. Mais voilà, c'était beaucoup plus difficile. Je trouve que c'est un super bel exemple. Tantôt, quand on parlait d'entrepreneuriat versus innovation, l'entrepreneur qui veut avoir du bénéfice et tout, je trouve que c'est un bel exemple d'entreprise qui a créé une entreprise avec une base de vouloir offrir un produit qui allait aider les autres, mais tout en dégageant un bénéfice pour elle-même. Ben oui, c'est ça. Puis c'est basé sur notre performance parce que si on fait économiser 50%, c'est moitié-moitié. Puis si on fait économiser 80%, c'est moitié-moitié aussi. On prend ce risque-là. Fait que je trouve que Marc a eu une super belle idée en tant qu'entrepreneur de se lancer là-dedans avec une grande part de risque, mais ça a fonctionné. Puis, j'imagine que les clients doivent être extrêmement satisfaits aussi au niveau du service après-vente, si on peut appeler ça comme ça, parce que si vous voyez justement qu'ils performent moins, ben là, c'est tout à votre avantage. On travaille pendant... Tu sais, nos ententes, nous, c'est 5 ans avec un client. Donc, mois après mois, on fait cette surveillance mensuelle-là du rendement économique de la gestion de leurs déchets. Donc, puis ça, quand je parle de déchets, là, c'est large. Là, c'est tellement large. On est allé faire... c'est sûr que déchets, il y a des matières recyclables qui rentrent là-dedans, il y a les matières dangereuses, matières organiques, les matériaux de construction, rénovation, démolition, les matériaux secs comme le bois, le métal, tout ça. Fait que, tu sais, l'offre est très, très large, mais c'est toujours super excitant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. On a trouvé des produits orphelins qu'on appelle, là, qui n'est pas des produits que je t'ai nommés. Là. C'est un composé qui sort d'une chaîne de production, qui s'en va au conteneur, qui s'en va se faire enfouir. Puis on a trouvé des débouchés pour, je pense entre autres à la poussière de litière de chat. Maintenant, on peut l'utiliser, cette poussière-là, qu'elle est à l'enfouissement, parce que quand on achète de la litière de chat... même si c'est poussiéreux, ça a déjà été filtré à l'usine. Mais cette poussière-là, qui est filtrée à l'usine, elle s'en allait dans le conteneur. Maintenant, ben, on est capable de la passer dans d'autres procédés, que ce soit des épaississants, parce que c'est agglomérant. Hein. Fait que si on a besoin d'épaissir quelque chose pour pouvoir en département. Bref, il y a des applications. Et c'est là où est-ce que nous, on fait faire vivre l'économie circulaire aussi. L'écologie industrielle, comme on appelle, le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Fait qu'il y a une demande pour ce produit-là précisément. Et on trouve donc, en plus de faire sauver les coûts, mais il y a ce conscience-là écologique effectivement qui en sort. Super intéressant. Écoute, on a parlé de grosses entreprises dans le domaine de la construction pour les infrastructures, des routes qui sont bâties, la densification, des entreprises comme S3R qui offrent plus dans le domaine industriel. Maintenant, pour les petites PME, parce que des PME, ils s'en créent énormément tous les jours. Et puis, ils s'enferment aussi énormément tous les jours. Et puis, moi, ce que je suggère souvent aux PME, pour les aider à avoir une vision plus écologique et responsable de leur entreprise, là où ce que je peux les aider, c'est en leur offrant des solutions pour avoir une comptabilité qui est sans papier. Fait que je vais leur proposer, par exemple, de demander à se faire payer par virement bancaire au lieu de recevoir des chèques. Fait que déjà là, en plus, il y a une économie d'argent parce que les chèques, maintenant, quand on les achète en petite quantité, ça revient quasiment à $1 du chèque. Là.
OK. C'est quand même assez dispendieux. Mais oui. Il y a ça, mais aussi demander à ses fournisseurs de recevoir des factures qui sont électroniques plutôt que papier. Puis le délai de paiement, souvent, il est plus court parce que un courriel, ça s'envoie beaucoup plus rapidement qu'une lettre par la poste. Puis une lettre par la poste, ben, il y a le timbre, l'enveloppe et le délai aussi qui coûtent de l'argent. Donc, c'est toutes des choses que j'explique à ma clientèle qui devraient mettre en place pour améliorer leur système comptable au niveau sans papier. Ouais. Je voulais voir avec toi si tu n'as pas des idées à partager aux auditeurs qui ont des PME. Je sais que ton expertise, c'est dans la gestion des déchets, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu vois que les PME pourraient utiliser comme stratégie pour minimiser leur impact environnemental dans le day-to-day. Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que j'irai pas donner une conférence là-dessus. Non, mais le secret de la caramel non plus de soi. Je leur dirais d'appeler S3R, premièrement. Hein? Ah ouais? Oui, les PME, ah ouais? Ben oui, tout à fait, les PME. Parce que, en fait, chaque entreprise est différente. C'est sûr que, bon, une business de comptabilité qui fait sortir juste un peu de papier, on peut remplir 2-3 bacs de 360 litres là, par mois. Il n'y a pas d'enjeu monétaire, là. OK? Mais S3R, je te dirais qu'on imprimait à peu près 100 000 feuilles de papier par année avant de... c'est quand même beaucoup, là. OK. Mais, ouais. Oui, c'est beaucoup quand même, oui. Mais je parle par rapport à ce que nous, on peut aider chez S3R. Tu sais, nous, S3R, je dirais que quand tu as 6, 7, 8, 9 000 $ de déchets annuellement, en déchets, c'est ce que ça te coûte, on peut commencer à t'aider. Avant, c'est plus difficile. T'sais, le risque est plus grand pour nous parce qu'il y a moins de gras autour de là, si on s'entend. Nous, on aide des PME qui peuvent avoir 15, 20, 30 000 $. C'est des PME, là, c'est 5 à 20 employés, là, mais... Dans quel domaine, par exemple? Le domaine de l'ébénisterie. C'est fou, parce que là, il y a un dépoussiéreur avec tout le brandy. Il y en a qui utilisent teinture, solvant, tout ça, c'est des matières dangereuses. Les guenilles, ils doivent se faire récupérer d'une certaine façon. Ça coûte excessivement cher au niveau des matières dangereuses. Ouais, puis la personne responsable de la teinture et tout doit porter un masque. Oui, au niveau santé, sécurité aussi, mais... Quand on parle environnementalement parlant, faut que ces matières-là, ces résidus-là doivent s'en aller se faire détruire de façon correcte. Puis nous, on continue d'aider ces entreprises-là à ce que ça soit détruit de façon correcte, mais toujours à un moindre coût. Hein? Fait que oui, même une PME peut appeler S3R et dire écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va vous faire une évaluation, ça va être gratuit, puis vous allez voir où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça. Ah, puis aussi le gaspillage, j'imagine. Le gaspillage des ressources, c'est incroyable. J'ai fait un projet justement à l'université avec une fromagerie ici, une super bonne fromagerie, les fromageries de la Table Ronde. Ça fait peut-être une dizaine d'années que j'avais fait ce projet-là. Nous, ce qu'on regardait, c'était les pertes. Et le gaspillage des ressources, entre autres, parce que une entreprise comme celle-là va utiliser beaucoup de procédés à l'eau, t'sais, et l'eau va devoir va s'en aller au drain ou va aller dans une usine de filtration, là. Des grosses compagnies là, comme AgroPure là, qui font des fromages, tout ça, ils ont leur propre système de filtration. Des plus petites, c'est des trappes à graisse, mais il faut que ça soit quand même réglementé parce que le taux de matière organique qui retourne à l'affluent, là, c'est ça. La pollution, c'est une question de concentration. Plus c'est concentré en matière organique, plus que l'eau a besoin de temps pour pouvoir désagréger cette matière-là, la dégrader si on veut. Là. Donc, nous, on regardait en termes de kilogrammes de matière organique qui étaient perdus dans tout le processus. Parce qu'un coup que les équipements, on avait mis le lait, il fallait le laver, le pasteurisateur, tout ça, il fallait le laver. Et là, plus on perdait de matière organique, plus on se disait c'est de la matière organique qui aurait pu être transformée, ça. Fait qu'en bout de ligne, là, sur un mois de production, je pense qu'on était capable d'aller chercher une couple de centaines de fromages de plus. Tu sais, si on changeait des petites choses. Puis je pense que l'entreprise avait regardé ça, puis dans un but d'amélioration continue, avait entrepris là, de changer. Là. Fait que ça avait été un projet universitaire qu'on avait fait, super intéressant. Mais c'est ça, c'est de regarder, débusquer nos ressources
Ça, c'est la première chose, là. Où est-ce qu'il y a des pertes dans l'entreprise, le gaspillage, la non-qualité, les rejets, tout ça. C'est de travailler sur notre propre processus. Puis les gens qui ont ces entreprises-là sont les mieux placés parce que... Et les employés aussi qui peuvent amener cette amélioration-là. Quand je travaillais pour une firme en optimisation des processus d'affaires, on utilisait le processus Kaizen. On travaillait avec les employés même qui, eux, nous apportaient les solutions. Je disais, je n'étais pas l'expert, moi, en ébénisterie, en aluminium, ou, tu sais, j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai fait des projets pour des entreprises de toutes sortes. Mais je n'étais pas nécessairement l'expert. Par contre, j'étais capable d'amener les gens à travailler ensemble, puis de trouver les bonnes solutions, puis l'identification du problème, tout ça, là, je veux dire, j'étais capable de les situer, les cibler plus facilement, puis ensuite, on arrivait à quelque chose, mais ce sont eux les experts. Il faut prendre le temps de s'y attarder. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un chapitre que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Entrepreneur, une histoire d'équipe ». J'ai écrit le premier chapitre de ce livre-là. OK. Et puis, mon chapitre, c'était à propos des détails. Comme quoi, tous les détails, dans le fond, sont importants dans une business, puis c'est souvent ce qui fait son succès. On va pas voir la fromagerie juste parce que son fromage est bon. On va voir la fromagerie parce que le service à la clientèle est exceptionnel quand on arrive là. L'ambiance est exceptionnelle, mais aussi la fromagerie va faire du profit parce qu'elle va s'attarder à ces détails-là, comme tu expliqué. Fait que je trouve ça super intéressant. Et puis, je voulais savoir... Tu sais, on a parlé beaucoup de scénarios qu'on souhaite avoir pour le futur. C'est quoi le piège là-dedans qu'il faut absolument éviter pour le futur? Les pièges, là, en fait, je vais te ramener à quelque chose de quand même simple. Je t'ai parlé des enjeux organisationnels tantôt. Ouais. C'est ça. C'est de pas être capable de les débusquer. Okay. Souvent, ce qui va faire planter un projet, c'est les enjeux organisationnels. Okay. C'est parce qu'on s'est embarqué dans quelque chose, puis on a mal évalué le coût. Bon, manque monétaire, enjeu organisationnel. On s'est embarqué dans quelque chose, puis on n'a pas l'expertise pour. Ça va planter, enjeu organisationnel. Donc, c'est de bien identifier ces enjeux-là au départ pour s'assurer de mener à bien nos projets. Je ne sais pas si ça répond pas mal à la question. Oui, c'est excellent. Oui. Mais moi, je ramènerais à ça. Puis il y en a quelques-uns, là, je t'en nomme 2 ou 3, là, mais c'est toujours penser aux barrières, quel est le risque, quel est le point faible du projet, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les facteurs de succès puis réduire les risques. Mm-hmm. Super. Écoute, ça fait déjà quasiment 45 minutes c'est bon. qu'on en jase. Fait que je voulais prendre un dernier moment pour parler d'un sujet qui est complètement différent de tout ça. Je t'en ai parlé un peu avant. Tu m'avais dit que tu étais à l'aise en parler. On vit tous des échecs en entrepreneuriat. Et puis, il y en a des plus importants, des moins importants. Aux dernières élections, tu n'as pas été réélu dans ton district. Et puis, je voulais voir si tu étais prêt à partager des trucs pour se relever d'un échec. Puis, je dis ça en entrepreneuriat, mais dans le fond, tantôt on disait un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui dirige une entreprise. Ouais. T'en es un bon exemple. Puis, en fait, oui, je te remercie de parler de ça parce que, dans le fond, pour moi, je pense que ce que j'ai entrepris de plus grand, je dirais, c'est me vendre moi-même et devenir conseiller municipal. Puis ça, je l'ai fait à cause qu'il y a des gens qui ont cru en moi, premièrement, oui, mais parce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré aussi. J'ai parlé de Marc-André Guertin tout à l'heure dans le cours, qui disait « Commence à aller sur un comité d'urbanisme en premier pour que ensuite Là, j'ai dit « Non, moi, je vais sauter tout de suite, mais aller conseiller municipal. J'ai des valeurs, je veux les faire rayonner, j'ai quelque chose à dire. » Ben, je veux transmettre ce savoir-là et ces valeurs-là. Puis je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est en devenant conseiller municipal. C'est sûr que j'ai pris 2-3 mois, là, parce que j'ai fini mon cours, on était au mois de juin, les élections étaient au mois de novembre en 2013, et j'ai pris 2 mois dans l'été, là, juillet, août, pour voir la faisabilité du projet. C'est sûr que sans l'appui de ma conjointe, j'aurais jamais pu le faire. Sans l'appui de ma famille, mais sans l'appui de mes amis, mais j'y suis arrivé et j'ai été élu indépendant. J'ai fait ma petite affaire, je me suis dit, écoute, c'est un projet, je vais me vendre, je vais aller là, puis ce que je vais amener autour de la table, je sais que ça va bénéficier à l'ensemble de la société. Puis moi, j'ai travaillé pendant 4 ans comme conseiller municipal, j'ai appris énormément.
j'ai développé mon réseau. On s'est connus justement parce que j'étais conseiller municipal, Sébastien. Fait que ce n'est que réussite pour moi. Dernières élections, j'ai entrepris quelque chose de plus gros. Parce qu'en étant indépendant comme conseiller municipal, moi, j'étais un gars d'équipe. Puis j'avais fait le choix d'être indépendant parce que, je voulais pas me présenter avec n'importe qui que je connais pas, puis m'associer à des valeurs qui sont peut-être pas conformes aux miennes. Et de deux, je voulais prendre le pouls, là, tu sais, c'est gros, là, tu sais, pour commencer. Fait que je me suis dit, je vais tenter le coup tout seul. Mais là, en travaillant, je me suis rendu compte que fallait que je devienne spécialiste et expert de l'urbanisme, de la sécurité publique, de l'environnement, des loisirs, de l'urbanisme, de la gestion du territoire, pas de l'aménagement, mais des travaux publics, de sécurité routière, de communautaire, j'en passe, là, OK? Parce que j'avais pas d'équipe avec moi. Fait que j'ai passé énormément de temps à développer ces compétences-là, à étudier, à regarder les dossiers et à m'informer parce que pour moi, travailler un dossier, c'est pas juste de le lire, c'est de faire de la recherche. Puis ce qu'on nous parle dans le dossier ou ce qu'on nous recommande, parce que c'est que ça, là. Quand on est au conseil, c'est de prendre des décisions pour gérer le bien public, le bien commun. Je voulais m'assurer que les décisions que je prenais ou les positions que je prenais, étaient en accord avec mes valeurs, mais deux, si c'était la meilleure des choses. Fait que j'ai travaillé tellement fort pendant 4 ans. Puis j'ai décidé de travailler plus fort, fait que je me suis dit, on va entreprendre de créer une équipe. Et c'est là où est-ce que on a créé une équipe qui s'est appelée Mouvement Citoyen Mirabel. Je pense que les valeurs de l'équipe sont à mon image. Les gens qui ont joint l'équipe, de près ou de loin, les candidats comme les bénévoles, on a rassemblé énormément de monde. Le résultat étant qu'on n'a pas été élu. Il y a eu des composantes qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que c'est un échec? Moi, depuis que je te parle de ça, ce n'est que réussite. Je ne l'ai pas pris comme un échec. Oui, c'est plate. Oui, c'est plate. Mais c'est une expérience. Et cette expérience-là, je sais qu'elle va me servir dans le futur pour aller encore plus loin. C'est important de garder en tête les valeurs pour lesquelles on fait ce travail-là d'élu, premièrement, ou qu'on souhaite le faire. Et c'est important de focusser justement là-dessus. Le message a plus ou moins bien passé. C'est sûr que entre gérer une ville et faire une élection, c'est 2 mondes différents. Je pense que j'ai toutes les compétences requises, puis je l'ai démontré à maintes reprises lorsque j'étais conseiller municipal, que je suis capable de faire le travail. J'ai rien à me reprocher. Puis je suis très fier de ce qui a été accompli. L'élection n'a pas été comme... L'élection, malheureusement, c'est une autre game, si je peux m'exprimer ainsi. Puis la politique, c'est ingrat. Donc, de convaincre les gens à plus grande échelle d'un projet de société différent, moi, je suis... Puis on m'a toujours reproché. Toujours reproché. Puis c'est plate que ça soit un défaut, mais... On m'a toujours dit que j'étais trop enthousiaste et trop idéaliste. Moi, j'ai eu ça, là, comme des rencontres avec des patrons, là. On m'a dit, toi, là, t'es trop enthousiaste. Baisse d'un cran. Ben là, tu sais, s'il n'y en a pas des personnes idéalistes, s'il n'y en a pas des rêveurs, la société avancera pas. Ça, c'est sûr. C'est clair. Fait que ceux qui m'ont dit ça, malheureusement pour eux, je trouve qu'ils sont un petit peu dans le champ. Fait que de penser qu'on est trop idéaliste, non, je suis un gars très terre à terre, mais avec une vision à long terme. Et cette vision-là, il faut savoir la développer. Puis dans les prochaines années, on va continuer. Je pense que de rassembler autant de citoyens, parce que malgré la défaite, on est parti de zéro pour aller chercher plus de 4 à 5 000 citoyens qui ont dit « Mouvement Citoyen Mirabel, moi j'y crois » et je souhaite développer dans ce sens-là. C'est un message très fort. C'est un message très fort entre le développement traditionnel et ce que nous, on proposait. Il y a quand même 5 000 personnes qui ont voté pour 4 à 5 000 personnes. Là. Donc, c'est beaucoup.
c'est plus le développement traditionnel ou l'autre équipe qui était là, parce que, on se le cachera pas, il y avait 2 équipes là, en lice. Là. La 3e était peut-être plus ou moins dans la partie. Ça sera à eux de démontrer c'est eux maintenant qui ont le fardeau de la preuve. Et si eux ne restent pas au pouvoir dans les prochaines années, mais ça voudra dire qu'eux ont un échec réel, ou est-ce qu'ils n'ont pas su démontrer comment ils ont réussi à travailler pour améliorer les choses. Ouais, t'as dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, parce que tantôt tu disais, tu parlais de tes valeurs, puis d'être intègre avec ça par rapport à quand tu t'es présenté de façon indépendante, mais aussi quand tu t'es entouré de ton équipe. On a déjà eu cet échange-là, mais moi, ce que j'aime pas avec la politique, c'est que j'ai l'impression que même si tu as des valeurs qui sont fondamentalement très fortes, il y a un moment donné où pour récolter du vote, tu dois t'entourer de beaucoup de gens. Puis ces gens-là, pour pouvoir les intégrer à ta vision, souvent, il faut que tu intègres un peu leur vision, parce que là, il faut que tu te démontres à l'écoute de leurs propres valeurs. Et puis ça, c'est ce qui me dérangeait un petit peu avec l'implication politique, parce que je me disais, je me verrais pas dans cette position-là où je pourrais pas avoir la maîtrise totale des gens autour desquels je vais m'entourer. Mais c'est sûr que en politique, il y a des personnes d'influence plus que d'autres. Je dis pas des clans, mais des personnes autour desquelles va graviter, ou qui vont avoir déjà un micro ou un haut-parleur public plus fort. C'est parce que c'est soit des gens qui ont réussi, qui sont entrepreneurs, ou des gens qui habitent la communauté et qui servent la communauté depuis maintes années. Ces gens-là, justement, ont plus d'influence auprès de la masse, je dirais. C'est pas péjoratif, la masse, pour moi, là. Ça représente l'ensemble des citoyens. Comment combattre ça? Le fait que 2 ou 3 ou 4, une poignée de main de personnes d'influence puissent influencer justement le cours des décisions, c'est l'implication citoyenne. Je reviens à ce que je disais, s'informer, s'impliquer. Mais l'implication citoyenne, là, c'est pas d'aller au conseil à chaque semaine. C'est pas de prendre 10 heures semaine pour faire des choses pour la communauté. C'est simplement, pour moi, là, puis je crois, et c'est là-dessus, je pense, qu'était basé notre programme, ou nos valeurs sont basées sur le fait de rendre le plus accessible possible, le plus facile possible, justement, l'information, et 2, de rendre aux citoyens la parole facile. Tu sais, d'être capable d'être à l'écoute du citoyen, mais que ça soit pas difficile aux citoyens de s'exprimer, d'enlever ces barrières-là. Donc, de se rapprocher, cette proximité-là, cette façon de travailler-là différente. Moi, je pense que on est rendu là aujourd'hui parce qu'on a toute notre famille, tout notre travail, puis en bout de ligne, on n'a pas le temps pour les autres choses, même s'ils sont bien importantes. Mais si on veut continuer à avoir une qualité de vie avec notre famille, tout ça, il faut commencer à penser où est-ce qu'on s'en va plus tard. Puis moi, ça a toujours été ça a toujours été de travailler main dans la main avec l'ensemble des parties prenantes autour des projets. Les parties prenantes autour d'un projet, comme ici, mettons, à Mirabel-en-Haut, il y a les citoyens, il y a l'école, la commission scolaire, les autres organismes à but non lucratif ou institutionnels qui sont là, les commerçants, les entrepreneurs, les élus, les employés de la ville. Ce sont tous des parties prenantes qu'on doit prendre en compte. Pas nécessairement leur accorder la même importance, mais travailler différemment avec chacun. Mais d'être capable de démontrer la pertinence lorsqu'on a un projet, que ça va aider tout le monde en bout de ligne. Je peux faire un beau parallèle avec ce que tu disais par rapport à tout ça. Dans le fond, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que en entreprise,
En entreprise, souvent, quand on a une idée qui est nouvelle, ben là, c'est de convaincre le client potentiel, dans le fond, de créer un besoin chez le client potentiel pour qu'il puisse utiliser notre idée nouvelle qui n'existait pas. Par exemple, les réseaux sociaux, ça n'existait pas il y a quelques années. Effectivement. Ça a été créé, on en a créé un besoin, tout le monde utilise ça aujourd'hui. Fait que si je comprends bien ce que tu disais, c'est que dans le fond, c'est un peu ça aussi en politique. C'est que tu gardes ancré dans tes valeurs, mais c'est aussi de les expliquer, de convaincre, si on veut, ton auditoire pour que eux ils veulent voter pour tes idées parce que si tu leur avais pas expliqué, ils n'y auraient même pas pensé. Puis il y a des raisons pour lesquelles je suis capable d'expliquer, puis qu'on commence à expliquer en fait ce qui s'est passé aux dernières élections. Mais ça me dérange pas parce qu'un coup, j'ai trouvé. Moi, je sais que les gens n'ont pas voté contre David Marra-Hurtubise. Je pense pas que les gens étaient insatisfaits de ce que j'ai fait. Je pense pas que les gens étaient insatisfaits de ce qu'on proposait. Il y a eu d'autres choses qui s'est passées. Puis, pour revenir à ta question, comment on se relève d'un échec, ben en fait, c'est dur sous le coup, oui, mais on bâtit sur qu'est-ce qu'on est allé chercher. Moi, je suis allé chercher 4000 à 5000 citoyens qui veulent, avec nous, changer le projet de société. Je suis allé me chercher des alliés qui pensent comme moi par rapport à la vision du futur de Mirabel, par rapport à l'économie de Mirabel, par rapport à l'agriculture de Mirabel, par rapport au milieu naturel de Mirabel, par rapport à la qualité de vie, loisirs communautaires, la sécurité publique à Mirabel. Maintenant, on est juste plus fort. Fait que c'est juste de l'ajustement. C'est de l'ajustement. Ouais. Tu sais, c'est pas perdu. Tu sais. Puis si il y a des gens qui veulent prendre le relais, qui veulent continuer à se greffer autour de nous, ça va nous faire plaisir. Parce que je sais qu'ultimement, ce qu'il faut, c'est des débats publics. Parce que trop souvent, on a voulu garder cette information-là, puis cacher, puis c'est tout à l'avantage de ceux qui ont le pouvoir, ça c'est sûr, là, parce que moins on en parle, tout va bien. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe en dessous, en arrière, tu sais, on ne sait pas toujours. J'insinue rien, là. Mais d'amener en confrontation des idées, de démontrer la pertinence des différentes orientations qui est prise, c'est pas fait en ce moment. Tu sais. Ouais. Fait que... Ben, un peu comme tantôt on disait, pour moi, démontrer l'avantage d'avoir des quartiers avec plus d'arbres, ben, c'est de montrer aux entrepreneurs que de la rentabilité quand même, un peu comme tu disais avec Urbanova, c'est ça? Urbanova, oui, c'est ça. Plus d'arbres, moins de routes. L'impact financier était déjà là. Fait qu'on parle tout le temps, moi je pense que l'argument économique, c'est pour ça que je travaille chez S3R, parce qu'on n'est pas une entreprise en écologie, là. On est une entreprise en économie. On travaille sur l'écologie. Oui, exact. Super. Ben écoute, merci beaucoup David. C'est David Marra-Hurtubise qui est avec moi aujourd'hui. Ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Donc je vous invite à nous suivre pour voir les prochains épisodes qui vont être diffusés sur notre site web et sur notre page Facebook. Merci. Bye bye. Merci Sébastien. Ça fait plaisir. Est-ce que toi aussi, tu as vécu un échec? Est-ce que tu côtoies une entreprise innovatrice qui mérite d'être connue? Est-ce que tu es comme moi, un passionné de solutions écolo pour les entrepreneurs? Je t'invite à m'écrire un commentaire, à aimer et à partager le podcast pour qu'on puisse ensemble changer le monde à notre façon. À bientôt!